Bonjour et bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo qui traite l'élément de l'évolution du droit pénal. Il sera consacré à donner un aperçu sur le droit pénal marocain contemporain, dans laquelle on va essayer d'évoquer tout d'abord la naissance du droit pénal marocain sous trois angles, avant le protectorat, pendant le protectorat et après l'indépendance, et pour terminer par la suite par les soubassements doctrinaux du droit pénal marocain. Pour ce qui est de la naissance du droit pénal marocain contemporain, alors avant le protectorat, en dépit de l'insuffisance des informations qu'il contient, les documents écrits renseignent sur la nature, les sources et le contenu des solutions anticriminelles appliquées au Maroc permet de soutenir que pendant des temps assez longs, les peines étaient distribuées selon des règles qui affluaient simultanément de sources plurielles. Avant l'arrivée de l'islam, au pays, la coutume exerçait son pouvoir sans concurrence aucune, dans le cadre de la jouissance par les tribus d'une réelle liberté dans la définition des réponses à la délinquance et dans leur application. Alors, à cette époque, seules les normes pénales produisent in situ déterminaient les comportements humains prohibés, ainsi que la nature et la forme de la réaction que les entités tribales mettaient en œuvre. En outre, la coutume, ou bien les coutumes, la compétition entre les coutumes, la compétition n'était pas toujours nécessaire, car aucune d'entre elles n'avait d'autorité en dehors du périmètre d'influence de la tribu qui lui donnait naissance et la développait, et aucune n'ambitionnait de trouver écoute dans les immédiats voisinages où le plus souvent des solutions légèrement différentes étaient à l'œuvre. Avec l'arrivée de l'islam, sa normativité pénale a cherché à supplanter le droit de souche. Le prestige incontestable dont il jouissait aux yeux des Marocains a eu pourtant du mal à dégrader la légitimité sociologique que la coutume avait patiemment acquise. Elle était si fortement enracinée dans les consciences et les pratiques qu'il ne risquait point d'être déstabilisée par les assauts d'un système de droit et de justice venu d'ailleurs et auquel manquait l'indispensable structure de mise en œuvre sur le terrain. Elle a fait raisonnablement place au pragmatisme, en se concentrant à l'occasion de chaque affaire pendante sur la recherche de la meilleure des solutions offertes par les systèmes de répression-compétition. Avec le temps et à la lumière des leçons que la casuistique permettrait de dégager, l'impossibilité de condamner la coutume à la caducité devenue de plus en plus évidente. D'un côté, les fervents défenseurs de la charia avaient compris tout le bénéfice que l'idée de justice pouvait tirer du maintien de la coutume. De l'autre côté, les tribus s'étaient laissées persuader qu'elles ne pouvaient opposer ouvertement la spécificité des coutumes au commandement d'une religion spontanément embrassée par la population. Les jurisconsultes marocains, particulièrement les originaires des tribus attachées aux coutumes, se sont alors engagés dans un processus d'harmonisation et d'hybridation des solutions répressives provenant de sources différentes. Les ingénieuses interprétations doctrinales d'inspiration malikiste qu'ils ont pris grand soin de développer ont beaucoup compté dans l'imagination de méthodes qui ont maintenu la coutume en activité sans sacrifier le dogme. À l'islam était reconnu le statut de référent, mais la répression s'organisait concrètement autour des règles coutumières, particulièrement celles d'entre elles dont l'orthodoxie échappait à la suspicion et celles qui, par respect pour les croyances religieuses, étaient blanchies sous couvert de l'exception ou de la nécessité. La réception de la législation pénale islamique par la coutume s'effectuait donc selon un processus pragmatique d'échange qui tenait compte de la vivacité des coutumes et permettait d'éviter tout conflit entre la foi des Marocains et les solutions qu'ils appliquaient. L'islam servait de couverture idéologique à la coutume. Ses principes
juridique et ses valeurs étaient scrupuleusement protégées. La coutume ne pouvait interdire les comportements que l'islam recommande, ni autoriser les actes qu'il couvre d'illicité. Le Marocain appliquait la coutume comme celui qui était jugé selon ses dispositions avait besoin d'être en règle avec leur foi. Il n'était pas question de se comporter comme si les règles de l'islam ne régissaient que les rapports des hommes avec leur créateur. Pour garantir aux coutumes nées au cours de la période avant-islamique de survivre à la conformité des pays à l'islam, il fallait qu'elles s'adaptent à la nouvelle conjoncture et se sont notamment soumises aux lois d'écriture en arabe avec pour objectif non de s'opposer au droit révélé ou de traiter avec lui sur un pied d'égalité, mais bien au contraire d'exposer spontanément et en toute transparence les règles coutumières au moment de leur formalisation et de leur traduction dans la langue du Coran au test d'adéquation que leur inscription dans la durée exigeait. Là où les coutumiers furent rédigés, les effets de la négociation implicite avec la charia sont encore visibles. Ces effets peuvent être également induits d'excellence d'un coutumier sur des problèmes auxquels les solutions contenues dans la législation pénale islamique étaient sociologiquement acceptables. En contrepartie, la coutume avait réussi sans peine à conserver sa spécificité. Pas question qu'elle prenne par exemple à son compte les peines particulièrement rigoureuses qui avaient dès le départ fragilisé l'effectivité de la charia. Cet échange fait d'ouverture vigilance sur l'autre lorsque celui-ci fait de son côté preuve de souplesse, a donné naissance à des solutions qui ont sauvegardé le pluralisme, ordonné son déploiement, cultivé la diversité, évité la tension et harmonisé les lois de la sociologie avec celles de la théologie, loin de tout positionnement hiérarchique. Pendant le protectorat, depuis ses premiers jours, le protectorat a cherché à introduire son droit pénal et à en imposer l'application marocaine. Il a rapidement compris qu'il ne pouvait le faire d'un seul trait et qu'il lui fallait, pour préparer le terrain, fragiliser les liens de solidarité noués, renforcer à travers les âges entre normativité pénale islamique et coutume, quitte à commettre des fautes et à passer en force ce qu'a qualifié des auteurs comme faute politique, qui n'étaient probablement pas intentionnels au terme du traité conclu entre le Maroc et la France le 30 mars 1912. Le protectorat avait le droit, voire même le devoir, de réformer la justice en général et la justice pénale en particulier. Ces experts ont eu tort de considérer qu'il fallait au préalable réduire la place et affaiblir l'autorité de la tradition juridique islamique en hypertrophiant notamment l'importance de la coutume, faisant preuve de machiavélisme, et se sont employés à créer des schismes ou bien au sein de la société marocaine, en soustrayant une partie des citoyens au magistère de la loi religieuse. Et il fut ensuite poursuivi par la revivification de la coutume aux dépens de la charia et de son rôle dans le fonctionnement de la justice pénale. Par ces actes, le protectorat parvint d'une certaine manière à imposer sa supervision de la structure et des fonctionnements de la justice répressive et l'organisa jusqu'aux plus petits détails sans se mettre toutefois sur le devant de la scène, qu'il s'agisse des tribunaux coutumiers, des juridictions islamiques de la justice des pachas et caïds. Les hommes du protectorat agissaient dans les coulisses, même là où le colonisateur s'était engagé formellement à respecter les lois et les institutions judiciaires des tribus en contrepartie de leur reddition. Le protectorat s'était donc résigné au début à surseoir à la généralisation de l'application de son droit et s'était rendu compte qu'il était même difficile de rendre effectives les solutions transitoires par lesquelles il souhaitait préparer les conditions de l'invasion juridique. De sa déconvenue, c'est le mauvais accueil réservé au Maroc et dans le monde arabo-musulman, Daher berbère, qui fournit l'illustration la plus nette. Le protectorat fondé de grands espoirs sur ce Daher pour installer durablement la tension, là où prévalait l'harmonie, l'exclusion, là où dominait l'échange. L'hégémonie consentie par
calcul à la coutume aux dépens de la charia, fut un élément considéré comme une tentative de christianisation du pays et de séparation entre Arabes et Amazirs. La contestation de cette politique permet d'ailleurs au mouvement national naissant de s'affirmer, de s'inviter dans le débat public. Cette réforme, qui n'avait trouvé aucun appui local crédible, fait non seulement un abus juridique incontestable et une violation des principes des protectorats au détriment du sultan, mais bien davantage une faute politique qui allait retarder de plusieurs années l'application marocaine du droit pénal né en France. Les Daher de 1912 ont introduit progressivement au Maroc le code pénal, le code d'instruction criminelle et les lois pénales particulières ne concernaient que les ressortissants français. Le protectorat ne parvint à imposer sa législation aux nationaux qu'au crépuscule de sa vie au moyen d'une réforme dite de la justice merzenne portée par 4 Daher promulguée en 1953. Au nom de la réforme de la justice merzenne, c'est un triple coup de force qui fut accompli. D'abord, la réforme bouleversait la nature du rapport entre l'autorité chargée de créer et de distribuer les peines et les individus sur lesquels pesait la menace de la punition. Jusqu'aux dernières années du protectorat, la distribution des peines mettait le détenteur des pouvoirs locaux en face des individus qui relevaient de son commandement. Le pouvoir central n'exerçait au mieux qu'une fonction arbitrale qu'il utilisait dans certaines situations pour tempérer la tyrannie des chefs locaux. Avec la réforme de 1953, au nom du pouvoir central et au moyen de sa politique importée, le protectorat met l'État et l'individu face à face pour la première fois. Ensuite, la réforme constituait l'acte final de tout un processus d'acculturation juridique. Lorsque le Code pénal de 1953 annonça que la loi était seule fondée à créer les infractions à dicter les peines, il fallait comprendre que les autres normes étaient disqualifiées. La même conclusion devait d'ailleurs être tirée de la promulgation des textes de la même époque relatifs à l'organisation judiciaire, au statut de la magistrature et à la procédure pénale. C'était enfin un véritable coup de force contre la réforme de la justice merzenne elle-même, dont les textes se révélèrent inadaptés à l'oppression pratiquée contre le mouvement national. Le Maroc devint un pays sans loi, selon les propres termes de l'historien Charles-André Julien. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le protectorat avait pris la précaution juridiquement superfétatoire de s'assurer de la licéité de sa démarche auprès des jurisconsultes musulmans qui lui étaient inféodés avant d'accentuer ainsi la rigueur du code pénal. Au lieu de s'instruire de cette longue exemplaire expérience, le protectorat préférait user des moyens à sa disposition pour introduire son droit et en étendre le régime aux nationaux. Il lui a fallu pas moins de 40 ans pour engager le royaume sur le chemin de la dépendance juridique. Et plus étonnante encore sera l'attitude que le législateur marocain va choisir d'adopter en décidant, aux immédiats lendemains du retour à l'indépendance, de reconduire le droit pénal introduit par le protectorat dans les mêmes conditions ci-dessus rappelées. Après l'indépendance, après le retour à l'indépendance, le maintien du statu quo juridique sert à préparer le terrain à la pérennisation de la validité de modèles transposés par la France au Maroc. Le statu quo fait maintenu au moyen de la décision de proroger la durée de vie des codifications de 1953 au-delà du jour de la déclaration de retour à l'indépendance. La décision était tout simplement inattendue. De toutes les solutions envisageables à l'époque, l'abrogation des 4 Daher, pourtant réforme de la justice merzenne, paraissait inévitable. Malgré tout, ils furent tous les 4 officiellement maintenus. Des témoignages crédibles sur ce point, dont à penser que la décision fut prise des semaines avant la signature le 2 mars 1956 de la déclaration d'indépendance, la précipitation avec laquelle la jurisprudence étendit les faits de cette décision au-delà de la zone anciennement placée sous protectorat français montre qu'il ne s'agissait nullement d'une mesure improvisée. Comment
interpréter dans ces conditions la faible réaction de la classe politique contre une décision manifestement contraire à ses attentes. L'énigme demeure totale, même si des arguments de fait peuvent être rassemblés pour tenter de l'expliquer. On peut supposer que les principaux acteurs avaient vraisemblablement compris que la réforme profonde de la justice pénale ne pouvait être l'œuvre d'un jour, qu'il exigeait l'ouverture du dossier, des choix fondamentaux de politique criminelle, surtout l'élaboration de textes, l'installation des institutions judiciaires, la formation des personnels et la mobilisation des moyens. Ils avaient probablement estimé que l'affirmation de la souveraineté passait nécessairement par les démonstrations de la capacité de la société à rendre justice. Le mieux était donc de faire avec le système en place. Il n'y avait nulle autre issue pratique que celle qui devait compter sur l'existant, quitte à en corriger les travers et à lui apporter ultérieurement les adaptations dont le besoin se ferait sentir. L'État donna l'impression de s'y atteler en promulguant entre mars et décembre 1956 une série de dahir qui interdire dans leur principe, mais pas dans la réalité, l'exercice par les pachas et caïds de pouvoirs exorbitants et réellement autonomes de répression et qui apportèrent quelques retouches à la structure aux règles de fonctionnement des juridictions pénales en place. Et se garda d'aller plus loin car son objectif était autre que de reconduire officiellement le même système. De fait, c'est la pérennisation du modèle légué par le protectorat qui fut entamé. Au fil des semaines, du mois qui s'écoulaient, il devenait de plus en plus manifeste que ce choix n'avait rien de technique et qui n'était nullement conjoncturel. La décision n'avait qu'un caractère technique car elle était sous-tendue par une volonté politique explicite de monopolisation du pouvoir pénal par l'État. Pour la première fois dans toute l'histoire du pays, le droit pénal allait devenir national et avoir vocation à s'appliquer par l'effet de la loi sur toute l'étendue du territoire. Fini la division du Maroc en zone sud, nord et internationale. Fini aussi le pluralisme juridique et judiciaire né de ce que chaque zone avait ses propres règles pénales et ses propres juridictions répressives. Et pour la première fois aussi, dans l'histoire du pays, le droit pénal allait devenir étatique. La décision n'était non plus provisoire car elle s'incrustait chaque jour davantage dans l'ordre juridique national, rythme soutenu de la réorganisation de l'ordre judiciaire, création de la Cour suprême, promulgation des trois dernières sur les libertés publiques, ainsi de suite. Alors, ces actes additionnés les uns aux autres prouvent qu'au lieu d'essayer de revivifier en les modernisant et en les ordonnant aux besoins, les solutions dont la tradition juridique nationale regorge, les pouvoirs publics ont préféré se lancer dans l'édification d'un ordre pénal nouveau entièrement dépendant de celui qui est alors en vigueur en France. Ni la commission chargée par d'ailleurs du 28 janvier 1957 de la révision complète du droit applicable au Maroc, ni celle qui, au terme du Daher du 19 août suivant, devait s'occuper de la codification du droit musulman, ne réussirent à renverser la vapeur ni à conférer au système pénal marocain une teneur substantiellement authentique. Avec la promulgation en 1959 du Code de procédure pénale et en 1962 du Code pénal, le Royaume du Maroc a choisi sa voie. D'ailleurs, c'est le même code qui est appliqué jusqu'à nos jours, moyennant quelques modifications qui ont été apportées au fil des années. On passe maintenant au deuxième élément de cette vidéo qui sont les sous-bassements doctrinaux. Après avoir exposé et présenté l'évolution ou bien les principales étapes marquant l'évolution du droit pénal marocain jusqu'à ce qu'il soit dans sa version actuelle, on va essayer maintenant de chercher quels sont les sous-bassements doctrinaux sur lesquels se base le droit pénal marocain contemporain. Alors, si le crime n'existait pas, à quoi servirait le système pénal? En même temps, qui peut penser que son existence suffit à l'éradication du crime? Ce sont des questions qui se posent toujours sur la finalité et les fonctions du droit pénal. Est-ce qu'il a pour finalité d'éradiquer le crime? Il peut
a à peine freiné la résurgence massive des réactions vindicatives aux justicières et maintenir la criminalité à un niveau qui empêche la propagation des sentiments ravageurs d'insécurité de la culture des destructrices de la peur. Pourquoi alors la création des infractions et la distribution des sanctions s'accompagne-t-elle toujours d'un discours éradicateur et toujours on trouve souvent, le plus souvent, avec les notes de présentation des projets de loi pénale bien sûr, il y a toujours ce discours éradicateur, comme c'est le projet de loi, avec la promulgation du projet de loi, on va en finir une fois pour toutes les violations et les atteintes contre les biens et les personnes. Pour le système pénal marocain, la réponse à cette question passe nécessairement par l'identification préalable des courants de pensée pénale dont il s'inspire et des idées qui nourrissent les principales solutions qu'il met en œuvre dans l'organisation de la lutte contre le crime et de sa prévention. Alors, comme son modèle français, le système pénal marocain conserve sa structure classique intacte. L'infraction est le point d'entrée du labyrinthe judiciaire dont seule la sanction exécutée peut favoriser la sortie. De la gravité de sa qualification légale dépend l'issue du procès. De la rigueur de la peine qui lui est attachée dépend le sort du criminel. En même temps, sont acceptées les solutions innovantes proposées par les autres écoles lorsqu'elles ne remettent pas en cause le penchant du législateur pour la réponse répressive et qu'elles n'affaiblissent pas la capacité du système pénal à prévenir le crime et, le cas échéant, à punir les criminels. Seules quelques rectifications mineures sont donc apportées au postulat de la doctrine classique et aux fonctions éliminatrices et dissuasives qui assignent la sanction. L'influence déterminante fortement exercée par cette doctrine sur la structure et les règles du code pénal s'étend aux lois pénales particulièrement progressivement transposées au Maroc. L'illusion de l'éradication entretenue et servie par la doctrine classique exerçant dévolu sur le système pénal marocain et qu'elle l'a empêché d'évoluer sur les questions de fond. Pour l'école classique, l'éradication du crime est possible si le droit confère à l'État les moyens de combattre toutes les violations de la loi avec la même détermination. Pour que la répression cesse d'être improbable, qu'il devienne certaine, visible, générale et universelle, Beccaria affirme qu'il suffit d'adopter des lois claires et accessibles, de ne jamais pardonner le crime, d'assurer la publicité aux procédures. En optant pour l'ouverture sur les nouvelles écoles tout en demeurant attaché au postulat de la doctrine classique, le système pénal marocain a cédé au désir de punir et au souci de prévenir. Dispose-t-il de la capacité nécessaire pour relever ces défis? C'est une question qui se pose toujours. La réponse à cette question passe par l'analyse de l'écho que les lois reçoivent et qu'elles produisent au quotidien. Les chiffres disponibles sur la répression, ainsi que l'observation des fonctionnements concrets de l'appareil pénal montrent que, contrairement à leurs promesses, les solutions classiques ne sont ni pragmatiques ni efficaces. De l'efficacité des solutions retenues, les chiffres sur la délinquance apportent la démonstration convaincante, notamment ceux qui établissent la surcharge carcérale. Elles constituent la marque des limites que le système se fixe à lui-même, compte tenu de l'état de la criminalité et du rôle des appareils en charge du contrôle social. L'argument n'est pas mineur, même s'il renvoie davantage aux moyens mis à disposition du système qu'à sa nature. Le traitement que reçoit le sujet n'est jamais neutre. Paradoxalement, la surcharge carcérale qui, dans la juste mesure de la gravité de la crise du système, sert aussi à déplorer l'insuffisance des moyens mis à disposition et à justifier la revendication permanente de leur révision à la hausse sur le plan juridique et matériel. Entre la criminalité légale et la criminalité réelle se cache un chiffre noir, ce qu'on appelle dark number, difficile à quantifier et donc à traiter. Le chiffre noir cesse d'apparaître comme une anomalie pour devenir la preuve tangible de l'absurdité d'un système. Pour ce qui est de l'école mieux classique, qui a fait largement écho à cette préoccupation commandée par le bon sens, son influence, le système des peines fixes a été vite abandonné. Une place
de choix consentis aux mesures de sûreté, le jeu de circonstances atténuantes ou aggravantes et des excuses légales et absolutoires acceptées, et des institutions comme le sursis ou la libération conditionnelle, ou des régimes juridiques particuliers réservés aux catégories sociales fragiles, les mineurs, les aliénés mentaux. Saleh a proposé ensuite l'enveloppe théorique nécessaire à l'intervention des juges dans la mesure de la peine, en précisant en outre les techniques auxquelles les juges pouvaient recourir pour adapter la peine légale à la responsabilité morale de l'agent, à sa personnalité et aux circonstances particulières de la commission de l'infraction. Les écoles de pensée préoccupés par l'amélioration de la condition carcérale ont de leur côté poussé dans le sens de l'individualisation, de l'exécution des peines, et derrière les mouvements du système de droit pénal, l'influence du contexte est généralement plus déterminante qu'il n'y paraît. Alors c'est tout ce qu'on a pour ce dernier point, et de par cela, on termine les vidéos consacrées à l'élément de l'évolution des droits pénals. Merci pour votre attention.